enfin notre objectif, on est vraiment guidé par ça, par cette notion d'impact, et c'est ce qui guide aussi le secteur public. Donc c'est vrai qu'on est amené à détourner un peu les outils. Moi, ce qui est l'exemple le plus frappant, c'est le framework 2A3R. Par exemple, nous, on se reconnaît pas dans la notion de revenu en bas du tunnel. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant une heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Bonjour Aurélie, merci d'être mon invité aujourd'hui et d'être parmi nous. J'espère que tu vas bien. Et du coup, Aurélie, juste pour rapidement te présenter, évidemment, je vais te demander d'étayer. Du coup, Aurélie Divaré, tu es Product Leader au sein de l'incubateur de France Travail. Et du coup, tu m'expliquais que tu avais eu un parcours riche et varié. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu fais aujourd'hui chez France Travail? Oui, bien sûr. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, effectivement, moi, je travaille à l'incubateur de France Travail en tant que Head of Product, c'est-à-dire que je m'occupe plus spécifiquement du portefeuille de produits. Et puis, j'ai une autre activité qui est Product Leader au sein de la Product and Design Office. C'est une entité qui a pour but d'accompagner les équipes à passer en mode produit à l'échelle. C'est-à-dire qu'on va accompagner les chefs de projet à devenir product manager, et dans ce cadre-là, je pilote notamment une petite équipe de coach produits. Ok, excellent. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui peut-être les grandes missions de France Travail, l'impact du numérique, quelle ambition il y a sur le numérique et peut-être par rebond sur l'approche produit derrière tout ça? Oui, bien sûr. En fait, France Travail a été créé il y a 1 an. Avant, on était Pôle Emploi. Et en fait, depuis maintenant, on travaille avec le réseau pour l'emploi, c'est-à-dire que France Travail travaille étroitement avec les missions locales qui sont en charge d'accompagner les jeunes demandeurs d'emploi, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, ainsi que les conseils départementaux. Et donc, notre objectif, c'est de mieux collaborer, de partager nos offres de services et de pouvoir mettre à disposition des outils et des services pour nos usagers, donc à savoir les demandeurs d'emploi et les entreprises, mais également pour nos conseillers respectifs. Et par exemple, on va développer des services pour l'ensemble de ces acteurs et notamment faire en sorte que ces produits puissent s'interconnecter les uns les autres entre les systèmes d'information des différentes entités. Pour te donner un exemple, on peut avoir un service qui s'appelle Mes événements emploi et qui va permettre de rechercher tous les événements liés à l'emploi et de pouvoir s'inscrire et pouvoir participer quand je suis demandeur d'emploi. Ou par exemple estime mes ressources formation. C'est un simulateur qui va pouvoir permettre d'estimer si il est plus intéressant pour une personne d'entrer en formation plutôt que de rester en recherche d'emploi, parce que souvent les personnes peuvent avoir une fausse idée sur leur revenu en entrant en formation. Ok, excellent et intéressant l'exemple. Ce qui m'intrigue et ce qui m'intéresse dans ce que tu expliquais dans tes missions, c'est que tu disais tu as 2 chapeaux, un chapeau plutôt côté incubation, donc tu vas nous expliquer, mais j'imagine nouvelles idées, nouvelles initiatives, vous testez, j'imagine que vous prototypez peut-être de nouveaux usages, de nouveaux services, etc. Et une partie plutôt industrialisation de sujets digitaux, j'imagine à une plus grande échelle là-dessus. Donc est-ce que tu peux nous expliquer peut-être le lien entre les deux? Comment vous arrivez à opérer dans tout ça? Voilà, est-ce qu'il y a des sujets incubateurs qui s'industrialisent, qui passent à l'échelle? Voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Oui, c'est tout un écosystème. Pour l'incubateur,
En fait, ça démarre avec un challenge intrapreneur. L'idée, c'est de permettre à des acteurs de France Travail, quels qu'ils soient, du terrain, voilà, principalement, d'identifier des problématiques et de proposer des solutions pour répondre à des irritants qu'ils ont constatés sur le terrain. Donc, on a lancé là un challenge et donc on a fait voilà plusieurs sessions en fait pour avoir une demi-finale puis une finale et on a sélectionné les lauréats. Donc l'idée ensuite c'est de lancer des incubations avec une phase exploratoire où on va aller vraiment sur le terrain, enfin voilà, classique dans la démarche produit, la rencontre des utilisateurs, tout l'aspect étude de marché, la vérification du problème et puis tester les premières pistes de solutions. Si la problématique est avérée, alors on va lancer une expérimentation. On fait du low code, no code, pour pas voilà lancer trop de dépenses, pour tester cette solution. Et puis si la solution a prouvé sa valeur, alors à ce moment-là, on va lancer en production le produit avec notre DSI. Donc on y va étape par étape de manière à maîtriser nos investissements et voilà on s'est permis d'arrêter des produits, enfin des démarches, enfin des produits ou des idées de solutions lorsque la valeur n'était pas prouvée. Donc c'est vraiment toute la force de l'incubateur de pouvoir se permettre de tester à différentes phases le produit. Donc ça c'est l'aspect côté incubateur. Et puis comme l'incubateur a fait ses preuves à France Travail, on s'est inspiré de cette démarche pour passer le mode produit à l'échelle. Voilà, donc on s'est inspiré du modèle incubateur pour mettre en place des équipes produits, enfin de créer des équipes pluridisciplinaires, voilà, des équipes intégrées. Avec product manager, UX designer, chargé d'adoption, équipe technique, développeur, et de faire en sorte que elles puissent se mettre en mode produit. Donc on peut avoir des produits de l'incubateur qui ont été pérennisés dans des directions métiers. C'est le cas de mes ressources formation dont je t'ai parlé tout à l'heure. Mais on peut aussi avoir des nouveaux produits qui sont lancés dans le cadre de France Travail ou des différents projets liés à la loi plein emploi qui sont lancés et qui essaient de suivre la même démarche en faisant une phase exploratoire, si on peut une phase d'expérimentation, puis après le lancement. Elles rentrent pas dans l'incubateur. Elles rentrent pas dans l'incubateur. Voilà, c'est seulement les intrapreneurs qui ont porté les idées. Le périmètre de mode produit à l'échelle est beaucoup plus large et les produits ça concerne beaucoup plus de produits, voilà, avec des directions métiers aussi différentes. Et ce qui se passe vu qu'on est en phase de transformation, c'est que là on prend des chefs de projet qui ont l'habitude de travailler en mode projet. Donc, on constitue une équipe intégrée, puis on les fait monter en compétences sur le métier de product manager. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une entité transverse qui a pour but d'accompagner les équipes, les product managers, mais pas que, aussi toutes les équipes, pour leur mettre à disposition des compétences et des ressources pour faire cette transition vers le métier de product manager. Et donc, notamment, de leur mettre à disposition des coachs produits, qui vont être les garants de l'appropriation de la démarche produit par l'équipe, qui vont faire monter en compétence les product managers et également faire aussi un rôle qui va faciliter l'organisation en mode produit dans l'équipe. Et donc c'est ces coachs-là, donc je te disais, je pilote l'activité. Je vais avoir plein de questions sur les rôles et responsabilités, ça m'intéresse. Mais ce que je voulais savoir avant de démarrer sur tout ça, c'est un peu l'histoire du mode produit, parce que du coup ça a l'air d'avoir fait conviction chez vous, puisque tu t'expliquais qu'il y avait beaucoup de passages de mode projet vers du mode produit. C'est quoi l'histoire de tout ça? Est-ce que tu l'as? Qu'est-ce qui a convaincu? Qu'est-ce qui a fonctionné pour se dire que le mode produit, ça doit s'opérer non seulement dans des phases exploratoires, des phases de démarrage, de produits minimum viables, etc., en incubation, mais également à l'échelle, ce qui est plus complexe, peut-être plus récent aussi, à la fois dans les administrations que dans les grandes organisations. Voilà. Comment ça s'est fait chez vous? C'est quoi le déclencheur de tout ça?
Alors ça a déjà démarré il y a un certain temps. Déjà, donc on avait cette initiative de lancer des startups d'État en incubation. Je crois que c'était depuis 2015. Et puis en 2019, on a vraiment créé un incubateur où là on a vraiment instauré le mode produit. Donc ça c'était vers 2019. Et puis en parallèle, dans notre DSI, il y a à peu près 6-7 ans, il y a le mode produit qui a été installé. Ça a commencé par la partie IT parce qu'ils étaient plus mûrs. Donc ils ont installé ce mode-là. Et depuis un an et demi, on en est dans une phase de transformation où là on embarque les métiers, les directions métiers dans le mode produit. La phase 2 de la transformation. Voilà, c'est ça. La phase 2 de la transformation où on accompagne l'ensemble du collectif France Travail. Et donc c'est une volonté, effectivement, c'est comme tu disais, c'est déjà quelque chose qui est bien en place, les incubateurs d'État dans le secteur public, mais de passer du mode projet au mode produit dans les administrations. C'est vraiment en train de prendre de plus en plus de force et on est accompagné notamment par la direction interministérielle du numérique qui participe avec nous à cette transformation et qui nous accompagne aussi à passer au mode produit. Et puis un élément fort, on est depuis un an, donc on a un nouveau directeur général, Thibaut Guilhuy, qui lui connaît très bien la démarche produit et qui est convaincu par cette démarche et donc qui est un des sponsors, qui est un des principaux sponsors de ce passage au mode produit. Donc effectivement, ça aide beaucoup et je pourrais présenter un peu plus l'organisation qu'on a mis en place, mais c'est un élément de plus. Preneur un peu d'informations sur cette organisation parce que j'imagine, tu vas nous éclairer un petit peu là-dessus, mais que la direction globale, la DSI, qui est passée en mode produit à l'échelle, c'est une autre échelle justement que l'incubateur. Oui. Ma question aussi va être typiquement les produits qui restent en incubation, qui fonctionnent et qui passent à l'échelle. Est-ce que l'équipe suit ou ça change d'équipe et elles sortent de l'incubateur? Qu'est-ce que vous faites de l'intrapreneur quand ça fonctionne? Quand ça fonctionne pas, pareil, preneur un peu d'explication. Est-ce que du coup les personnes restent à l'incubateur et elles prennent un autre sujet avec un autre intrapreneur? Quid de l'intrapreneur en question? Il reprend son poste ou il relance une idée? Voilà, comment ça fonctionne tout ça? Alors effectivement, l'incubateur par définition n'a pas vocation à garder des produits puisqu'on est en phase de exploratoire, expérimentation et après l'idée c'est de sortir les produits de l'incubateur. Donc ça se fait plus ou moins vite. On peut avoir des produits qui sont là de manière un peu historique, mais l'idée c'est de les faire sortir, donc de les pérenniser soit dans des directions métiers, soit dans d'autres administrations. On a des exemples de produits qui ont été repris par d'autres des missions gouvernementales. Donc les intrapreneurs, alors il y a différentes possibilités. Si c'est repris par une direction métier, ça peut être une nouvelle personne qui reprend le sujet. Les intrapreneurs, certains ont pu évoluer dans la sphère publique pour changer de produit, devenir vraiment product manager sur d'autres produits. Du coup, changement de poste, c'est fait jusqu'au bout. Changement de poste. Cela dit, ça reste quelque chose. La reconnaissance du métier de product manager et l'évolution de ces intrapreneurs reste un de nos axes de travail parce que c'est un travail de fond en termes de RH et de reconnaissance aussi du métier. Le métier de product manager n'est pas encore reconnu à France Travail dans les grilles RH. Donc on sait qu'on a encore un travail, donc on y travaille justement actuellement. Et l'idée en fait c'est de les accompagner dans leur transition professionnelle, mais pour l'instant la mission de l'intrapreneur s'arrête à la fin de l'incubation du produit. Okay. Et voilà, certains rebondissent sur d'autres activités, mais effectivement des trajectoires sont certains très peu à vrai dire. La plupart en fait découvrent un nouveau métier et apprécient souvent ce métier de product manager et ont envie de rester dans cette sphère d'activité. Pas tous, mais c'est vrai que moi j'ai constaté vraiment un engouement pour ce métier, sur la découverte de ce nouveau métier. Donc les entrepreneurs, ils y vont pas par hasard, non, après c'est vrai qu'ils sont très motivés pour faire avancer les choses et souvent c'est des gens qui sont motivés, qui ont envie d'apprendre,
voilà, qui ont un profil vraiment intéressant et qui font vraiment avancer les choses. Donc, ils ont aussi, eux envie d'avancer dans leur carrière. Oh, super. Et toi, depuis que tu as ce rôle de leadership au produit, justement, chez France Travail, comment tu as vu évoluer la maturité produit de l'organisation? Aujourd'hui, comment tu la juges sans jugement de valeur? Comment tu évalues le niveau de maturité? Et j'imagine qu'il n'est pas forcément homogène dans tout France Travail et dans toutes les directions. Et également, est-ce que vous adaptez les méthodes, les cadres méthodologiques dans l'administration? Typiquement, il n'y a pas la notion de génération de revenus. Alors, il faut respecter des centres de coûts, etc., j'imagine. Mais voilà, c'est différent du secteur privé aussi. Le travail, la sphère sociale, c'est une sphère particulière en France. Beaucoup de réglementation, il y a un cadre important. Comment vous adaptez le mode produit et voilà où tu le situes aujourd'hui dans l'organisation? Là, comme je te disais, on est en pleine phase de transformation donc des métiers, donc c'est un cap important d'embarquer l'ensemble de l'organisation. Donc là, on est un peu, on est en chemin. Ce qui est important pour nous, en fait, comme tu dis, on n'a pas de cette notion de revenu. Par contre, nous, c'est fondamental de se baser sur l'impact. En fait, c'est vraiment ce qui nous guide. C'est vraiment ce qu'apporte la valeur utilisateur. Alors, cette notion d'impact, on peut l'avoir à différents instants. On peut l'avoir directement lié au produit immédiat, par exemple sur le produit que je te citais, mes événements emploi pour s'inscrire à une formation, ça peut être le taux de participation. Taux de transformation vers formation. Taux de transformation. Mais après, effectivement, on peut voir l'impact à plus long terme par rapport au taux d'entrée en formation, le taux de retour à l'emploi. Mais ça, ce sont des indicateurs qui sont plus complexes et beaucoup plus longs, plus globaux à évaluer. Mais on essaie toujours, notre objectif, on est vraiment guidé par ça, par cette notion d'impact, et c'est ce qui guide aussi le secteur public. Donc c'est vrai qu'on est amené à détourner un peu les outils. Moi, l'exemple le plus frappant, c'est le framework 2A3R. Par exemple, nous, on se reconnaît pas dans la notion de revenu en bas du tunnel. Donc on déforme le coût d'acquisition, le bénéfice. Voilà, on tourne le bénéfice. Donc, effectivement, ça nécessite d'adapter les outils, mais après, je pense que ça se fait, ça se fait un peu de manière naturelle, puisqu'on sait que on peut. Mais cela dit, on a plein d'exemples ou plein d'outils du marché qui sont utilisés aussi dans le privé, que nous, on peut intégrer dans nos pratiques, et c'est très bien comme ça, et on arrive à les adapter. Et donc où est-ce qu'on en est de la maturité? On essaie actuellement justement d'évaluer la maturité des équipes produits, notamment en essayant de faire des matrices avec différents points d'attention typique de la démarche produit, le côté itératif, le côté focus sur l'impact, le côté avancé petit et de manière itérative, la rencontre avec les utilisateurs. Donc on essaie d'évaluer un peu sur cette matrice. Qui font que on teste le niveau de maturité. Exactement. Donc ça c'est des points importants. Donc il dépend des équipes produits. Donc là, on est en train de faire un peu un état des lieux de tout ça. Et puis on a aussi une instance qu'on a mis en place, qui à la base était, qui est côté incubateur et qu'on a répliqué à grande échelle. Ce sont les comités produits, et qui se retrouvent aussi dans la sphère publique Betagouv par exemple. C'est-à-dire que chaque équipe produit tous les 6 mois va passer devant un jury et va présenter les résultats de son produit au cours des 6 derniers mois, en tirer des conclusions et faire une proposition de roadmap en fonction des analyses, et puis demander le budget associé pour pouvoir mener cette roadmap qu'ils trouvent pertinente auprès de ce jury. Et donc à France Travail, ce jury, c'est quand même des personnes, ça embarque le plus haut niveau de la direction, de la gouvernance, voilà, puisqu'on a notre directeur général, des directeurs généraux adjoints, on a également les responsables les directeurs côté mission locale,
côté Cap Emploi, des acteurs aussi, on peut avoir la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle qui interviennent. Voilà, donc c'est quand même un haut niveau d'instance. Et donc les équipes présentent pendant 15 minutes leurs résultats et sont challengées, notamment sur ces notions d'impact qui va vraiment intéresser la gouvernance. Alors c'est pas notre seul objectif, hein. L'idée c'est pas de focaliser les équipes sur ce comité produit, mais c'est un des leviers qui va permettre aux équipes de répondre aux attentes pour ce comité. De se rendre compte, de rendre des comptes. Voilà, de rendre des comptes. Mais à côté de ça, voilà, on les accompagne au quotidien pour travailler avec les UX, pour travailler avec le business, les business développeurs, voilà, pour mettre en place tous les éléments de la démarche produit. Et justement, ce niveau de gouvernance, il est assez intéressant, je trouve, dans l'implication, l'embarquement, tu disais, des parties prenantes, etc. C'est un sujet fort, je pense, qui fait votre spécificité et qui est assez marquant quand on a préparé cet épisode. Est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, justement, les apports que ça a, peut-être d'ailleurs pour les évaluer tant que les évaluateurs, quoi, dans cette logique d'assessment ou de passage de porte, on va dire, de validation. Voilà, comment toi tu vois les choses? Est-ce que tu vois encore des axes d'amélioration? Et quels apports concrets ça a si je me dis je suis dans une autre organisation et demain j'ai envie de proposer ce système de gouvernance, voilà, comment tu le vois et qu'est-ce que tu préconises? Mais effectivement, ce système de gouvernance, ça a l'intérêt en fait de mettre les équipes en ordre de marche. Alors c'est un gros travail de préparation, hein. Enfin les équipes elles s'y prennent au moins un mois à l'avance pour vraiment peaufiner leur présentation. Mais on a quand même, je veux dire une trame, on va dire assez précise. C'est une trame commune, j'imagine, non? Pas encore, on y travaille, voilà. Mais les éléments quand même qui ressortent, enfin ce qu'on attend, c'est quand même d'avoir une problématique identifiée, une proposition de valeur unique et claire, des cibles précises. On connaît la vision produit. Voilà, voilà les éléments en fait de la vision produit. En fait, on n'a rien inventé. Hein. Finalement, on reprend les choses, les apprentissages des travaux, et puis une roadmap produit avec des objectifs, des indicateurs. Enfin, ça semble bien sûr, basique, mais au moins ça a le mérite de mettre les équipes dans cette direction. Alors ça fait 1 an qu'on fonctionne comme ça, et donc là il y a on fait notre retour d'expérience, et voilà, on a pris les retours des équipes. Là il y a eu un atelier cette semaine avec le jury, et l'idée c'est de revoir un peu ce fonctionnement, mais ce qu'il en ressort c'est que peut-être remonter un peu d'un cran au niveau de ce qui est présenté au jury, pour peut-être juste rester sur l'impact et pas donner trop d'informations pour rentrer opérationnel, rentrer dans l'architecture ou des choses voilà un peu trop détaillées, pour laisser peut-être d'autres acteurs s'emparer de ces sujets-là et vraiment permettre à la direction d'être à un niveau un peu plus haut sur vraiment l'impact et les sujets plus macro. Voilà, donc c'est un des axes qu'on est en train de travailler. Très clair. Moi, à première vue, je le vois aussi comme un moyen d'évangéliser les parties prenantes, les décideurs à haut niveau, de les embarquer dans la prise de décision autour de ça. Oui. Et également, effectivement, pour les équipes produits, peut-être de prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur ce qu'ils font, ce qu'ils apportent, et aussi de valoriser ou pas, et justement peut-être préconiser des arrêts quand on voit qu'on n'apporte plus la valeur nécessaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu vois d'autres aussi intérêts en jeu autour de tout ça? La prise de recul est très importante. Effectivement, ça permet aux équipes un peu de lever le crayon sur la partie opérationnelle et de faire un bilan de tout ce qu'elles ont acquis. Et c'est vrai, par exemple, pour parler de la partie incubateur, j'ai déjà vu des arrêts en fait de produits, et ce qu'on attend, c'est que ça vienne des équipes en fait, que les équipes se rendent compte par elles-mêmes et qu'elles se disent voilà, on a fait 1-2 expérimentations, on se rend compte que la valeur n'est pas prouvée sur cette solution, donc voilà, on va décider d'arrêter. Pour autant, on en a quand même tiré des apprentissages, donc on peut les mettre à disposition de telle direction, de tel service pour pouvoir l'enrichir et l'améliorer. Voilà, donc on attend sur
Sur le passage à l'échelle, j'ai pas d'exemple encore où on a eu un cas d'arrêt, mais effectivement, c'est un des axes de travail aussi d'accompagner les équipes sur le droit à l'erreur. En fait, au niveau de ça, c'est bien ancré au niveau incubateur, et c'est vrai qu'au niveau de l'établissement et des product managers, de leur apprendre aussi ce droit à l'erreur, et c'est un de nos axes d'amélioration. Excellent. Et tout ça, après, à la fois en termes de pratique que peut-être d'apprentissage, parce que tu dis même si on arrête, il y a des apprentissages à tirer, voire j'imagine des lignes de conduite ou des informations précises à donner à d'autres équipes ou sur d'autres sujets. Est-ce que vous documentez tout ça? Comment vous structurez vos approches? Est-ce qu'il y a un travail qui est mené de ce côté? Tout à fait. On a des démarches produits. On a une démarche produit qu'on a customisée à la façon France Travail. Et puis on a créé vraiment toute une documentation via un SharePoint avec les différentes étapes, les différents templates qui peuvent être mobilisés, les finalités, les outils, des retours d'expérience. Donc on met tout ça à disposition des équipes, des coachs, des UX qui peuvent les mobiliser. On a aussi des leaders de pratique dont je fais partie qui peuvent être sollicités. On intervient pour appuyer les équipes lorsque c'est nécessaire. On les prépare au comité produit, puisque c'est un exercice qui peut être aussi difficile et stressant de passer devant un jury. Donc on a une phase préparatoire où on va les challenger aussi à notre niveau. Effectivement, on a tout un travail de documentation et de mise à disposition, et on a aussi un très très important, un travail de communauté de pratique. Ça c'est fondamental, de pouvoir mettre en relation les product managers entre eux, de les faire interagir sur leur sujet. Donc on propose toujours, il y a différentes communautés de pratique, UX, product manager, chargé d'adoption par métier, et de les faire échanger avec des retours d'expérience. Ça peut être des co-développements pour pouvoir mélanger les profils plus juniors et plus expérimentés, pour vraiment faire circuler, et c'est un point très fort dans la montée en compétences. Tous ne peuvent pas y participer, bien sûr, en fonction de la charge de travail et de l'activité, mais c'est vraiment un point très important, les communautés de pratique. Excellent. Comment tu vois le futur? C'est quoi les tendances chez France Travail déjà sur le mode produit, sur votre organisation? Peut-être comment vous anticipez, vous appréhendez le passage à l'échelle. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Est-ce que un produit égale une équipe chez vous? Est-ce que commencez à avoir des produits un peu importants ou un produit égale plusieurs équipes avec des découpages complexes, etc. Et est-ce que aussi il y a des tendances du numérique, de l'approche produit qui viennent vous impacter, que tu anticipes? Oui, alors les sujets organisationnels, effectivement, c'est un point très important. Donc là, on va dire qu'on a essayé de faire un produit, une équipe. Après, on peut avoir des tailles d'équipe plus ou moins conséquentes. Une de nos particularités aussi, c'est qu'on essaie d'embarquer nos partenaires, Mission Locale, Cap Emploi par exemple, donc avec des ressources qui viennent compléter l'équipe et sur lesquelles on ne peut pas ne pas intégrer leurs attentes vis-à-vis des utilisateurs. Donc on a testé des modèles d'équipe. Là, on est en train c'est pareil, de faire un bilan, de peut-être de redéfinir aussi les rôles, puisqu'on avait des product managers côté DSI, côté métier. Maintenant, de voir un peu comment tout ça peut évoluer et peut-être redéfinir les rôles. Donc ça, c'est en cours. Il y a des travaux qui sont menés. Donc je sais pas encore sur quoi ça va aboutir, puisque voilà, c'est actuel. Et puis les tendances, effectivement, nous, les tendances du marché, par exemple, on a l'intelligence artificielle. On a à France Travail un programme sur l'intelligence artificielle, et on a des équipes qui les mobilisent pour notamment faire des suggestions de services, mais aussi intégrer pour des gains de temps pour les conseillers. Donc ça, c'est une des tendances effectivement qu'on peut avoir. Sinon, après c'est la démarche, assez classique, on va dire, de services digitaux
voilà, comme on a l'habitude de les faire depuis plusieurs années. Ok, excellent. Et 2 questions par rapport à ça. L'IA, aujourd'hui, vous essayez de créer des produits IA ou vous essayez plutôt d'intégrer l'IA dans vos produits existants? Ou les deux? Oui, il y a les deux en fait. On a pu développer par exemple un chat France Travail, Ok. voilà, en interne, qui est à disposition de tous les collaborateurs, notamment les conseillers, les agents du support, voilà, tout à fait, pour aider dans le travail. Donc ça qui est présenté à l'ensemble, ça c'est un des services. Et puis on peut avoir effectivement des produits qui sont existants et qui vont aller mobiliser l'IA pour intégrer une fonctionnalité ou développer la performance. Voilà, on a pu l'avoir sur mes événements emploi pour aider à la rédaction des événements ou des choses comme ça. Voilà. Chouette. Et t'évoquais la volonté forte, et je trouve ça intéressant, d'intégrer votre écosystème dans chaque équipe produit. C'est-à-dire que sur tout produit, vous posez la question de prendre en compte le sujet du handicap, de prendre en compte le sujet des jeunes. C'est ça ou j'ai pas bien compris? En fait, on essaie sur beaucoup de sujets de faire travailler en synergie des acteurs donc de France Travail, des missions locales et de Cap Emploi pour adresser en fait les besoins de ces cibles spécifiques, puisque chaque entité va avoir une cible spécifique et de faire en sorte que on puisse adresser les besoins de chaque spécificité parce qu'il y en a. Et bien sûr, alors après, ça peut être priorisé en fonction de d'où on en est dans le produit et peut-être commencer par une cible précise et après aller vers d'autres. Mais l'idée, comme vraiment notre raison d'être maintenant, c'est de travailler pour le réseau, pour l'emploi. Donc on doit effectivement les adresser aussi en tant que public. Excellent. Et peut-être pour finir, en termes de complexité métier, on sait que le cadre réglementaire du travail est complexe en France, qu'il embarque beaucoup de juridiques, beaucoup de règles. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup de défis dans le sens du numérique, Oui. puisque l'administration sur le numérique est quand même réglementée aussi, la RGPD, la gestion des données, le stockage des données, tous ces aspects-là. Comment vous arrivez à appréhender et à maîtriser dans le cadre de vos produits, on n'a même pas parlé de cybersécurité, mais on pourrait, comment vous arrivez à appréhender tous ces aspects-là, à la fois sur le plan technologique que sur le plan métier et réglementaire? Ouais, c'est un bon point, effectivement. On a défini avec notre DSI, enfin voilà, il y a des travaux qui sont lancés pas déjà depuis un certain temps, un certain nombre d'exigences sur nos produits. Que chaque équipe doit respecter. Donc ça va concerner, comme tu le dis, la sécurité, le RGPD, l'éco-conception, Oui, bien sûr. l'accessibilité. Et effectivement, chaque équipe doit répondre à un certain nombre d'exigences. Et par exemple, on a on a les audits RG2A, par exemple sur l'accessibilité, les mesures d'éco-conception. Et donc, on demande à nos équipes de respecter ces exigences. Donc, bien sûr, ça nécessite d'être priorisé dans la backlog, bien sûr, mais effectivement, c'est des sujets sur lesquels on est vigilant et on se doit d'être à la norme, en fait, on va dire, sur les sujets. Et du coup, vous avez des experts en transverse? Oui. Tout à fait. Dans la Product and Design Office, par exemple, on a des personnes qui travaillent sur l'architecture, mais on a aussi des experts effectivement qui sont sur l'éco-conception, sur ces différents sujets à la maille de l'établissement et qui vont adresser les différents dossiers et qui sont en appui des équipes également. Ok, très clair. Chouette. Aurélie, un petit mot pour la fin. Peut-être une conclusion ou un message à faire passer. Oui, ce que je peux dire en conclusion, c'est que on est convaincu en fait à France Travail de la démarche produit et que en fait on se rend pas compte souvent de l'extérieur de tout ce qui est fait dans le service public ou dans ce type d'établissement. Mais en fait on a aussi de belles réussites
en termes de produits et voilà. Et donc on s'inspire aussi beaucoup de ce qui est fait dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée, et que ça mériterait à être davantage connu de nos utilisateurs. Et voilà, donc je suis contente de présenter aujourd'hui les travaux. Bah, chouette, Chouette, j'espère que ce beau témoignage permettra justement de mettre France Travail à l'honneur et en avant. Merci encore pour ta participation. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!